m'appelle Géraud Doléa et je suis mentor spirituel pour hommes. Je me suis spécialisé dans le men's work, ou l'alchimie masculine, qui est l'art de transformer le plomb des émotions refoulées des hommes en un diamant taillé au service de l'humanité. Dans le podcast Virilité Saine, j'échange autour d'un café ottoman avec des hommes de tous horizons. Sportifs, combattants, athlètes, artistes, militaires, hommes d'affaires, entrepreneurs, pères, maris, fils, que j'estime inspirants par qui ils sont et par ce qu'ils incarnent. Et ça, je veux le partager avec vous. 2 règles. 1, pas de débat. Comme le disait Albert Jacquard, ce qui compte, c'est pas que tu aies tort ou raison, mais que ton idée plus la mienne en donne une 3e. Deuxièmement, je t'invite évidemment à partager et à commenter. Mais attention, si ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que le silence, tais-toi. Bonjour à tous, Géraud Doléa, mentor spirituel pour hommes. Aujourd'hui, je vais vous emmener un peu plus dans mon univers, vous présenter des hommes que j'apprécie, qui sont des passionnés et qui font pour moi des choses assez extraordinaires. Alors tout d'abord, il y a Emir Hench, qui est le créateur de la marque Soy. Alors Soy, c'est ça, ce sont les JSV, c'est le matériel de café que j'utilise. Souvent, vous me voyez avec dans mes lives et dans mes accompagnements aussi, quand je fais de l'accompagnement en présentiel avec des hommes. J'ai complètement intégré le café turc, le café à l'ottomane, dans mes accompagnements. Et puis on aura aussi Mathias qui va se présenter, qui est champion de France 2022 de cocktail, de bartending. Il se présentera à son tour. Le but, c'est de recréer un peu, on s'est imaginé, de recréer une rencontre entre un Français, un Turc d'Istanbul et un barman français dans le Paris-Istanbul, dans le l'Orient Express Paris-Istanbul, qui aujourd'hui existe à nouveau. Et on vous emmène dans cette rencontre où on va explorer le café turc, des discussions, de la métaphysique, de la masculinité, entouré de passionnés, d'experts. Je commence avec donc un de mes 2 invités, Emir Ali Hench, qui maintenant est devenu un ami. Il y a quelques années, en fait, je découvrais ses produits, donc les JSV Sol Türkiye, le matériel Sol Türkiye, et j'ai été émerveillé de la qualité du savoir-faire, et surtout, ils ont été capables de renouveler le savoir-faire turc. Ils sont basés à Istanbul, ils travaillent le cuivre et l'argent, ils font du barware, cookware et coffeeware, donc c'est-à-dire qu'ils fournissent de l'équipement en fait, pour le café à la turque, mais aussi les batteries de cuisine. Et j'ai appris en fait que Buckingham Palace était équipé chez eux, le palais royal du Danemark, et ils font aussi du barware, donc tout ce qui est shaker, tout ce qui est pour le barman, avec des ustensiles, mais qui sont, enfin vous allez le voir après, qui sont magnifiques. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était le personnage. Emir, il parle couramment français. Alors c'est un Turc d'Istanbul, hein, mais il parle couramment français, arabe, persan, anglais, tout ce que vous voulez. Il a une culture extraordinaire. À chaque fois que je commence un échange avec lui, ce sont des envolées où j'apprends plein de choses. Et évidemment, autour d'un café turc. Il va se présenter, rappelez-moi un peu vous dire qui il est. Mais les mots-clés, c'est ça. Emir, Sol Türkiye, qui est basé à Istanbul, c'est de l'artisanat ancestral de luxe, entièrement fait à la main, martelé à la main par des artisans ultra qualifiés dans leur fabrique à Istanbul. Ils fournissent des yachts, des palais, des grandes cuisines, enfin, c'est incroyable ce qu'ils font. Et je suis très fier d'être ambassadeur aujourd'hui de Sol Türkiye. C'était évident, j'étais un admirateur de leur marque et aujourd'hui j'ai la chance d'être leur ambassadeur, un de leurs ambassadeurs en France. Mais sans plus attendre, je vais vous présenter Emir et le remercier de son passage à Paris. Merci Géraud, merci de m'avoir accueilli. Donc voilà, comme Géraud a dit, je suis Emir, je viens d'Istanbul, j'habite à Istanbul et je suis le fondateur de Soy et je suis aussi l'un des artisans. J'ai commencé à moi-même marteler les produits et là maintenant on est une équipe de 27 personnes et on est en train de fournir 68 pays dans le monde avec les produits Soy. Comme vous le savez, avec ma femme Anissa, on est des esthètes, j'adore l'hôtellerie, je suis passionné par l'hôtellerie, je suis passionné par la restauration, je suis passionné par les passionnés dans tous les domaines, mais particulièrement, surtout en France, hôtellerie, restauration, bartending, name it, ce que vous voulez. Et un jour, je rentre dans un magnifique bar tout en bois et je vais fumer un cigare. Et je rencontre un jeune barman avec qui j'échange et je le trouve d'un autre temps. Je le trouve dans un professionnalisme, dans une humilité, un alignement, une flexibilité que souvent je ne trouve pas chez des gens qui se disent professionnels. Pour moi, le professionnalisme, c'est ça. Il a été à mon écoute, et il m'a proposé des choses, il a créé des choses pour moi, on a voyagé ensemble, on a pu discuter, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, ok,
il y a Émir, il y a le coffeeware, il y a le barware, il faut que je les rencontre. Et évidemment, ça a matché, on a échangé tous les trois et aujourd'hui, on partage un peu cette rencontre avec vous. Il s'agit de Mathias Jordanet, il va le dire lui-même, mais je vais le dire quand même, il est champion de France 2022 de cocktail, bartending. De cocktails, ouais. De Cocktail, champion 2022 de création de cocktail. Il est très humble, donc il ne vous le dira pas comme ça. Voilà, sans plus attendre, Mathias Jordanet. Bonjour Émir, Géraud, merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, en quelques mots, donc un barman passionné depuis 10 ans maintenant et comme tu l'as dit, voilà, champion de France de cocktail 2022. Incroyable. Ouais, magnifique, merci. Aujourd'hui, voilà, le but c'est de se balader un peu dans le monde de l'Orient Express. Je vous dis, je suis passionné d'hôtellerie, de restauration, du bien vivre et du savoir vivre. Et là, je suis avec des hommes qui sont très bien placés pour nous accompagner dans ce cheminement. Mais surtout, vous me connaissez, je suis mentor spirituel. J'aime la métaphysique. Pour moi, cuisiner, c'est pas juste cuisiner. Émir, il y a un podcast qui est sorti avec lui qui s'appelle L'Alchimiste, parce que pour moi, c'est un alchimiste. Pour le manche, je peux, Mathias? Tu nous rappelles, Émir, là, le manche, il a créé son propre alliage pour ces manches-là. Véridique. Donc c'est un alliage sur lequel j'ai travaillé à peu près 2 ans, qui prend beaucoup de temps à chauffer. C'est du bronze, mais c'est un alliage très spécial de bronze, avec un tout petit peu de béryllium et de potassium rajouté à la fin, avant la fonte. Qui permet en fait d'avoir un manche qui reste à bonne température, qui ne chauffe Exactement. pas. Donc, voilà. Donc moi, Émir, je l'appelle l'alchimiste, parce que c'est vraiment un alchimiste. Il a créé son propre alliage pour les manches de GSV, pour pas justement qu'on se brûle. Et je me suis imaginé en fait, je me suis dit ok, je me suis imaginé dans un trajet Orient Express, Paris-Istanbul. Et ok, imaginons que je m'assois au comptoir, je suis en train de commander un cocktail ou un café turc, et je fume un cigare, et là, il y a un autre homme en face de moi, qui a l'air super jovial. Je vois qu'il est intéressant, il est en train de parler avec le barman, et j'entends qu'il parle en français, mais c'est un turc. Je me connais, je vais vouloir lui parler. Et on se met à parler, et il me dit qu'il est artisan, qu'il a sa boîte à Istanbul, qu'il fait de l'artisanat de luxe haut de gamme turc. Il faut que je parle avec lui. Et j'entends le barman qui, lui, est champion de France 2022 de bartending. Je dis, mais attends, je suis avec les bonnes personnes. Et imaginez le roulis du train, les paysages qui déroulent. Quelle aurait été notre discussion? Voilà ce qu'on vient expérimenter. On vient s'amuser aujourd'hui à recréer cet univers un peu parisien ottomane. Donc forcément, j'ai la chance d'être avec Émir et Mathias et j'ai envie de encore plus découvrir leur monde, le monde de cet artisanat de luxe et aussi le monde du bartending. Alors Géraud, je veux beaucoup t'introduire à un cocktail de la Turquie moderne, mais qui possède des aspects et une énergie vraiment de la fin de l'Empire, tu vois, c'est vraiment fin 19e siècle, début 20e siècle, et un peu peut-être des premiers jours de la République, donc les années 20. C'est les années où, tu vois, tout ce qui est baroque se mélange un peu avec l'art déco. Et la Turquie a très bien représenté ça dans son artisanat, dans son architecture et dans son quotidien dans les années 20. Et c'est un cocktail qui aurait très bien pu exister, en l'occurrence dans les années 20, dans 1920, soulignons-le, dans la jeune République turque. Alors ça s'appelle en turc le Meyhane Kahvesi, mais en anglais on dit un Turkish Martini. Et c'est un cocktail qui se fait avec un café turc entier. Quand on reçoit la commande de ce cocktail, il faut d'abord commencer par préparer un café turc du tout début. Donc c'est un petit challenge pour le barman. Et après, ce café turc, il est refroidi et il est rajouté et mixé avec d'autres ingrédients. Mathias va nous le présenter un peu plus en détail. Et si ce café et ce cocktail est fait, enfin, si ce cocktail est fait avec un shaker en argent ou plaqué argent, ça va l'oxygéner encore plus. Donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment souligner encore une fois. Ce que vous faites, ce que vous créez, ce que vous produisez. Vous exactement. L'argent et le plaqué argent. L'argent et le plaqué argent. Le cuivre plaqué argent et l'argent pur. Donc c'est nos spécialités. Donc, et quelles sont les différences de conductivité? Ça sert à quoi? C'est quoi la différence? Alors l'argent est le métal, pas le matériel, mais le métal qui est le plus conducteur dans l'univers, dans les températures, disons, dans les températures normales entre 0 et 20 degrés. Puis après, on a des superconducteurs au-dessus et en dessous, mais normalement, dans notre vie quotidienne,
l'argent est le meilleur conducteur que l'on puisse trouver. Il est suivi de très près par le cuivre, qui est 17% moins conducteur. Et après, il y a l'or et l'aluminium qui sont 50% moins conducteurs que l'argent et le cuivre. Donc, J'aime bien parce qu'il y a plein de lectures dans ce que tu dis. Il y a des doubles lectures. Si je suis un peu taquin et que je joue en langage des oiseaux, l'argent est le meilleur conducteur dans notre vie au quotidien. Bah ouais, c'est vrai. oui, c'est vrai. C'est vrai. On parle de quel argent là? Ah oui, Tu vois, c'est vrai. il y a double Exactement. lecture, triple lecture à tout. C'est ça Ouais. et c'est pour ça que je t'appelle alchimiste aussi. Parce que quand je te questionne sur ton artisanat, sur ton art, sur les métaux, il y a toujours plein de lectures aux choses. Mais sans plus tarder, ouais, je vais découvrir. Alors, moi, je vais prendre un café turc, mais je vais aussi voir Mathias préparer un Teochesh Martini. Je trouve ça extraordinaire. J'ai un café turc pour commencer. Petite subtilité par rapport au café français, c'est que déjà on aura un café originaire du Liban, tout à fait, et aromatisé à la cardamome, ce qui va donner ce côté un peu épicé, un peu herbacé. Et donc par rapport à la différence vraiment par rapport au café français ou européen qu'on connaît, on va avoir une mouture qui va être vraiment très 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 fine. Là, en l'occurrence, c'est un café Samira Matouk que j'ai ramené de Dubaï, mais c'est une compagnie libanaise. Et c'est pour moi un des meilleurs cafés qui soit pour le café turc. Voilà. Donc, respect à eux parce qu'ils font vraiment un produit de qualité. Est-ce qu'on peut revenir sur le mot jezve? Là, Mathias vient d'utiliser le mot jezve, mais qui est nouveau pour les Français. Les Français ne connaissent pas ce mot. Tu peux nous parler du mot jezve? Alors, le mot jezve, c'est le mot qu'on utilise en Turquie moderne pour cet instrument. Généralement, 95% du temps, c'est en cuivre. Ça peut être en terre cuite, ça peut être en acier émaillé, mais bon, normalement, c'est du cuivre. Et c'est un mot qui nous vient de l'arabe. En fait. Donc, alors, le jezve, il est spécial dans sa construction parce que il doit toujours avoir une embouchure qui est plus étroite que le fond. Évasé. Voilà, exactement. Évasé, comme les verres de thé à la turque Ouais. que tu connais très bien. Mhm. Donc ça permet de tirer plus de chaleur. Donc vu qu'on parle d'un instrument en cuivre, donc tous les ustensiles en cuivre vont tirer beaucoup de chaleur. Et là, ce qui va se passer, c'est que en tirant plus de chaleur du fond et en ayant moins d'aération du dessus, ça va faire de sorte que on aura une mousse très épaisse avec un jezve classique. Ok. Faites ça avec une casserole, quelque chose qui a des murs droits. Vous aurez Des parois, voilà, des parois, aussi large en haut qu'en bas. voilà, des parois perpendiculaires ne vous donneront jamais ce résultat. D'accord. Donc tout ça, c'est un set. Ça, c'est un set typique de café turc. Donc moi, j'en ai plusieurs. Donc il y a ce qu'on appelle le stand, c'est le socle, donc qui est fait chez Soy, qui permet de tenir le jezve. Après, il faut acheter un petit burner, ce qu'on appelle un burner, donc un petit réchaud à gaz. Et évidemment, un café de qualité. Moi, je le bois uniquement avec de la cardamome. Cardamome, et non cardamone, comme disent beaucoup. Donc ensuite, pour continuer la recette, hop, je vais venir rincer donc, le verre de service avec du raki. Tu peux nous parler de ce raki? C'est pas n'importe lequel, celui-là. Alors, ce raki, c'est du Beylerbeyi Gold. C'est une édition limitée. Bon, la Turquie est le plus grand producteur de raki au monde. Et quand je dis, parce qu'il n'y a pas que la Turquie qui en produit. Il y a la Grèce qui en produit. Il y a la... Pardon, Il le montre à la oui, cam. d'accord. Alors, ce raki, c'est du Beylerbeyi Gold. C'est un raki d'édition limitée qui est vieilli 2 ans dans des jarres en grès avant d'être embouteillé. Et donc, le vieillissement du raki permet que toute l'amertume du raki soit emmagasinée par la terre cuite. Et si je ne me trompe pas, c'est des jarres en terre cuite non
Tu dis comment quand tu... Donc la glasure. La glasure, tu vois, quand tu fais de la faïence. Elles sont brutes, Oui, elles sont pas brutes, voilà, été, exactement. pas de coating. Voilà, c'est le code, c'est Ah, la glasure en français, non? Ah, Mais c'est un mot très technique. C'est que les Alors, gens on qui laisse. travaillent dans la faïence. Bon, Alors on d'accord. laisse. Voilà. Bon, alors, Montre bien la bouteille là-bas. je veux aussi préciser que ce raki est vieilli 2 ans dans des genres en grès. Donc toute l'amertume est aspirée par la terre cuite. Et encore une fois, la terre cuite, elle est brute. Donc elle est laissée comme elle est après la cuisson. Donc elle n'est pas recuite. Donc c'est pas de la porcelaine, c'est de la terre cuite pure. Et donc ce raki est un raki qui est un des meilleurs rakis de la Turquie. Donc c'est parti pour le Turkish Martini. Donc on commence, hop, le spiritueux. On est à peu près à 4 centilitres, entre 4 et 5 en fonction de la recette qu'on veut faire. Un petit peu de liqueur de café pour accentuer un petit peu ces arômes de torréfié et surtout apporter une petite sucrosité nécessaire pour pouvoir fixer les arômes, que ce soit du café, de la cardamome ou un petit peu de la vodka. Hop, l'ingrédient secret pour accentuer ce côté aromatique. Donc bien refroidir le café avant de l'utiliser en cocktail, parce que sinon vous allez faire fondre les glaçons. Je ne vais pas tout mettre. Hop, on vient rincer donc, du coup, le verre de service avec le raki, juste pour apporter une saveur aromatique supplémentaire et aucune force, aucune puissance. Hop. Et c'est parti. Pour la décoration de ce café-là, de ce cocktail-là, pardon, on viendra soit mettre des grains de café ou alors à la mode un petit peu turc, si j'y arrive, un petit peu de café moulu pour la décoration. Hop. Qui pourrait être soit utilisé pour faire un joli décor sur la mousse ou soit juste un petit rappel du produit. Donc Churchill Martini, donc des verres qui ont un avantage, 2 avantages en l'occurrence. Un visuel qui permet d'avoir une décoration sur l'intérieur de la boule pour pouvoir avoir un petit agrément supplémentaire, ou de pouvoir mettre des glaçons pour pouvoir réfrigérer le cocktail, chose qui est assez rare sur les verres Martini. Généralement on les sert sans glace, donc au bout d'un certain temps le cocktail sera beaucoup moins agréable dû au fait qu'il n'y a aucun glaçon dans ce style de verre. Et là, j'ai choisi ces petits verres-là pour apporter une petite animation et un petit côté visuel en plus. C'est pour accentuer ce côté fumé de la cardamome. Hop, je vais venir fumer un petit peu le cocktail pour pouvoir apporter un visuel et une décoration supplémentaire. Et c'est surtout aussi pour que visuellement et en termes de... Alors Mathias, merci beaucoup. C'est pas seulement conforme, mais c'est excellent. Et, comme on le fait dans notre bar à Istanbul, d'ailleurs j'aimerais beaucoup que tu rencontres mon partenaire, l'inventeur de ce cocktail, Burak, qui est un barman qui te ressemble vraiment, pas seulement physiquement, et vous avez le même âge, mais aussi dans l'esprit, malléable, adaptable, qui aime découvrir. Et voilà. C'est la clé, la découverte. Alors je goûte. Attention.
Je l'ai vraiment dit du cœur. Hein. J'ai pas joué à la caméra. Mathias, je t'invite aussi. C'est vraiment un mélange de saveurs qui est vraiment excellent. Aucun ingrédient n'est Dominant, voilà, rien ne piétine rien. effectivement. Donc c'est une synergie incroyable. On va sortir le raki, la cardamome, le café. L'anis, le raki est en soupçon. Tu as dit tout à l'heure, tu parlais de Borak, votre barman, et il faut expliquer en fait que vous avez un établissement à Istanbul qui apparemment maintenant est une référence dans le bartending. Tu peux nous en dire plus? Alors notre établissement, le Fahri Consolos, donc le consul honoraire, Ok. ouais, enfin c'est un peu moi quoi, tu vois. J'ai 2 parents qui sont ambassadeurs consuls et puis le consul honoraire, c'est un fake. donc, Ok. donc le consul honoraire que j'ai ouvert dans mon appartement à l'étage du rez-de-chaussée est un bar maintenant qui est candidat au World's Best 50. Ça, je sais pas si j'ai le droit de dire parce que c'est secret quand on te dit que tu es candidat, on te le voilà quoi. Bon, j'espère qu'on va gagner. Par contre, on va être dans le World's Best 50 et que c'est devenu un établissement. Et surtout, enfin, ça reflète un peu cette obsession du métier que moi j'ai et que mon partenaire Boraka et que je pense qu'il ressemble beaucoup à Mathias. Excuse-moi. Oui. Mathias à la caméra, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le World Best 50? C'est le guide Michelin des bars entre guillemets mondiaux. C'est vraiment le classement des 50 meilleurs bars à cocktail du monde à travers le monde. Donc on va vraiment découvrir des atmosphères, des thématiques apportées par chaque bar, par chaque personnalité de son propriétaire qui veut mettre en avant une personnalité ou un thème. Et on va se retrouver à voyager entre la Turquie, l'Argentine, Paris également qui a un bar à cocktail qui fait partie de ce regroupement. Donc voilà, c'est ce qui se fait de mieux en termes de bar à cocktail à travers le monde. C'est lequel appareil? Le Little Red Door. C'est une institution qui a, je dirais, un peu plus de 10 ans sur Paris. Ils se sont implantés aussi en Allemagne, où il y a un Little Red Door en Allemagne. Donc voilà, c'est vraiment une institution en France en termes de bar à cocktail. Ok, merci. Je sais qu'il y en a 2. Il y en a 2 à Beyrouth par contre. Ok. De bars qui sont dans la liste du World's Best 50. Revenons à Istanbul. Oui, Istanbul. Redis-moi le nom plus lentement. Fahri Consolos. Fahri Consolos. Voilà. Fahri Consolos. Ok. Donc, le Fahri Consolos, qui est un bar un tout petit peu nationaliste régional. Dans le sens Quelle surprise. Quelle surprise. Quelle surprise, Emir. Je pense que les gens qui connaissent, qui nous entendent, qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui connaissent des Turcs de Turquie, savent à quel point nous sommes culturellement nationalistes. Nous essayons de consommer ce qui se fait chez nous. Voulant pas dire que nous détestons ce qui se fait ailleurs. Non, pas du tout. Au contraire. Mais notre culture de bar n'avait pas cette notion de nationalisme. Mais après que nous avons ouvert le Fahri Consolos, il y a 5 ans de ça, on a commencé un peu à comprendre que oui, ce pays, la Turquie et les voisins de la Turquie sont capables de fournir un terroir très propice pour la culture du cocktail et la culture du bar. Donc on a des équipes, nos jeunes barman vont collecter, Comme quoi, par exemple? comment on dit to pick a fruit déjà Oui, cueillir. Voilà, vont à la cueillette. La cueillette. La cueillette, voilà. Vont à la cueillette dans les forêts du nord d'Istanbul, à l'est de la Turquie, à la frontière bulgare. Nous avons beaucoup de matériel qui nous vient d'Iran, par exemple, de l'Irak et de la Syrie aussi. Mais comme quoi? Alors, par exemple, du mastic nous vient de la Grèce et de l'ouest de la Turquie. Où on a un sapin, mais vraiment très spécial, des forêts du nord d'Istanbul, dans la province de Kastamonu, qui donne un cône vraiment très très sucré, incroyable. On fait un cocktail à partir de la pomme de pin. Ouais. La sève? Oui, la sève qui est emmagasinée à l'intérieur de la pomme de pin. D'accord. Et c'est une sève de couleur rose.
Ok. Incroyable. Je ne le savais pas. Bourak le savait, il me l'a montré. On a une résine très spéciale qui existe seulement à la frontière turco-géorgienne. Alors, c'est pas vraiment une résine parce que c'est un cristal. Alors, comment est-ce que ça se passe? C'est au-dessus d'une certaine altitude, les pins. Alors, ça, c'est pas des sapins, ça, c'est des pins. C'est une autre classe d'arbres. Leur résine, après une certaine altitude, due au manque d'oxygène et de la froideur, leur résine ne contient aucune matière aqueuse et elle gèle tout de suite. Et donc elle reste gelée et c'est des cristaux de pin de couleur ambrée. Très très joli d'ailleurs. Oh. Ça ne fond pas dans l'huile, ça ne fond pas dans l'eau, ça ne fond que avec l'alcool. Nous avons un cocktail fait avec cette résine de pin, aussi ce cristal de pin. Aussi, bon, pour vous donner des exemples, on a des cocktails au safran, nous avons des cocktails avec des pistaches, mais on utilise la pistache dans le cocktail, c'est pas une décoration. Donc on fait par exemple une crème avec la pistache au mortier et après on l'utilise dans le cocktail. Et on a des cocktails au raki, bien sûr, on a des cocktails au café turc, on a des cocktails qui marient les deux, on a des cocktails à la griotte qui sont seulement disponibles pendant une semaine de l'année. C'est très saisonnier. Donc notre bar, très spécial, vu que les produits sont vraiment éphémères, les cocktails de notre bar sont tout aussi éphémères. Magnifique. Oh. Je tiens d'ailleurs à dire ici, on invite Mathias en novembre quand tu viendras à Istanbul. J'aimerais beaucoup qu'il vienne aussi découvrir un peu le bar, l'équipe de notre bar. Peut-être qu'il va aller avec eux à la cueillette. Ce serait vraiment un super moment de partage et d'échange. Invitation officielle, hein, ça y est. Ah oui, c'est vrai. Non, merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas. Aussi, C'est un moment incroyable. notre bar a une chambre d'amis. Ça, tu ne mets pas sur la caméra, mais Rapidement, Ouais. tu veux te dire, nous rappeler juste un storytelling très rapide de ce bar. Tu m'en avais parlé une fois. Tu disais que c'était au rez-de-chaussée de ton ancien appartement. Ouais, exactement. Tu peux nous en dire plus? Mon ancien appartement est encore là. Par contre, maintenant, j'ai perdu l'appartement. C'est devenu la cuisine du bar. Donc, tout ce qui est prep, tout ce qui est voilà, donc la sorbétisation, l'infusion, les liqueurs, tout ça, c'est produit dans notre bar. On le fait nous-mêmes. On n'achète rien de dehors. Et pour ça, donc, on utilise mon appartement. Et comment ça a commencé? Alors, en 2017, une ancienne antiquaire de notre... Ah pardon, je corrige, oh là là, je suis désolé. Non, en 2015. En 2015, une antiquaire qui était dans notre appartement au rez-de-chaussée a décidé de partir en retraite. Une vieille dame arménienne, donc elle a laissé son antiquaire et elle est partie en retraite dans le quartier d'à côté, à Elle Üsküdar. a laissé sa boutique? Elle a laissé, ouais, elle a laissé sa boutique d'antiquaire à un bar qui est venu du côté européen d'Istanbul. Alors pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous avez quelque chose de similaire entre les deux rives de la Seine. Nous, les gens de la côté Asie d'Istanbul, je suis originaire de Kadıköy, on n'aime pas trop les gens du côté européen d'Istanbul. On les trouve très show-off, on les trouve très bruyants, on les trouve très... Et il y a un bar du côté européen d'Istanbul qui a fermé ses portes et qui les a ouvertes dans notre immeuble. Et notre quartier paisible, notre quartier qui était fameux pour ses retraités qui se baladaient pendant toute la semaine, est soudainement devenu un quartier vraiment bruyant où tu pouvais plus dormir à cause de ce bar-là, un petit bar. Bon, je me suis dit, moi j'arrive pas à dormir, enfin je suis artisan, je travaille au marteau, donc il y a tout le temps du bruit dans ma vie. Et pour moi, me reposer à la maison, c'est l'une des petites escapades que je peux faire du bruit du marteau. Et vraiment, chapeau au bar, et eux c'était les bruits de marteau-piqueur carrément quoi. C'était de la Ok. techno et tout comme Ok, ça. ok. Tu vois, dans un quartier un peu, tu vois, un peu vieillot, qui est très paisible, ça passe pas. Et un jour, je me suis dit, je vais m'occuper de ce bar. Et je suis allé trouver le père du fondateur du bar, du propriétaire. Et il s'est avéré que le vrai propriétaire du bar, sur le papier, sur la licence, c'était cet homme-là, le père. Et donc, je lui ai fait une proposition. J'ai dit, écoutez, vendez-moi le bar. J'habite juste au-dessus, vendez-moi le bar. Nous n'en pouvons plus. Et tu sais ce qu'il m'a dit, Géraud? Il m'a dit, tu sais, Émir, mon jeune,
Je suis pas du tout content que mon fils ait un bar. Je veux qu'il fasse une profession de jour. Il boit trop. Voilà. Je voulais lui ouvrir un laveur de voiture. Enfin, un système de lavage, un truc comme ça, automatisé. Et voilà, le système de lavage automatisé coûte X lira. Donne-moi... bon, il m'avait dit, à l'époque, c'était 160 000 livres turcs. Et on s'est entendu sur 150 000 livres turcs. Et c'est là où moi, je vais me reposer après le travail. Je prends une bière ou mon cocktail. Et je vois que Burak est juste comme moi. Il est très axé sur le produit local. Voilà, il fait un dolma en cocktail et tout. Il est très inventif, il est créatif. Et il veut un peu propulser la culture du barman turc dans le monde entier. Donc je lui dis, Burak, j'ai un bar. C'est celui-là. Veux-tu travailler avec moi? Il était, j'oublierai jamais ses yeux. Il dit, quoi? Et là, on l'a rebrandé, on a tout effacé dedans. On a acheté tout ce qui était, tu vois, vraiment top notch pour faire nos cocktails. On a un pacogette dans le bar. Enfin, tu vois pas ce que c'est peut-être un pacogette? Tu sais ce que c'est un pacogette? Non, c'est pour faire un sorbet. Ah, ok. Ça transforme tout ce qui est surgelé en sorbet. Okay. Que ça soit sucré ou salé, n'importe quoi. Tu as juste besoin de... Le mettre dans la machine et Voilà. Donc sorbet de Parmentier. N'importe quoi que par exemple. Ça a été déjà fait d'ailleurs, sorbet de viande. Ok. Ouais, sorbet de viande, ça a été déjà fait. Donc voilà, on a notre machine à sorbétisation. Donc j'ai acheté beaucoup d'équipements parce que je voulais vraiment que... Voilà, c'était pas un endroit pour gagner de l'argent. Bon, j'ai acheté cet endroit, enfin j'ai endossé cet endroit pour aussi un peu... Être tranquille. Oui, de un, de être tranquille, et de deux, ma philosophie que j'ai pour Seuil, je voulais la continuer pour le bar. Faire le meilleur produit au monde. Et si, mettons que le Fahri Consolos s'implante à Paris, ou au Cambodge, à Phnom Penh, on va utiliser les produits de la grande région parisienne ou voilà, de l'Indochine. Tu vois un peu la philosophie. Et pas seulement les produits, mais aussi les techniques. Donc on va essayer de voir comment les barman vietnamiens ou cambodgiens font pour faire leur cocktail, quelle est leur version à eux de shaker, je sais pas, j'invente, mais pour dire... Donc on a essayé d'intégrer la culture locale le plus possible sans rien ramener de l'étranger. Donc de faire quelque chose qui vraiment est à nous et à nous. C'est quoi la déco? C'est quoi l'univers? C'est quoi vos clients? C'est quoi votre vision? Alors la déco, encore une fois, c'est la fin de l'Empire ottoman et le début de la République. Okay. C'est un peu Orient Express, mais c'est... voilà. Moi je suis pas surpris. C'est très esthétique, sobre. D'Istanbul du 19e siècle, si tu vois ce que je veux dire, ou du début du 20e siècle, jusqu'à l'époque d'entre-deux-guerres. Okay. Donc c'est un style que j'aime beaucoup, d'ailleurs, quand tu viendras voir mon Istanbul à moi, je te montrerai cette esthétique qui est très présente, pas juste en Istanbul, mais à Izmir et à Ankara, dans d'autres villes de la Turquie aussi très présentes, où il y a un amalgame très joli de tout ce qui est fait à l'époque impériale, et de tout ce qui se met à la République. Mais alors, n'oublions pas que entre les années 20 et 50, il y avait toujours beaucoup d'artisanat pour tout. L'œil esthétique changeait, oui, mais pour faire par exemple tes lanternes, il n'y avait pas d'usine de lanternes. Il fallait que tu les fasses à la main, au bronze, au laiton. Donc on a suivi cette philosophie et on a tout construit dans le bar à la main. Wow, donc ça ressemble un peu à l'écrin de Rumi dans sa philosophie. C'est ici l'écrin de Rumi. Voilà, c'est ici. Il n'y a rien qui est trouvé, je veux dire, d'une façon industrielle. Tout est fait à la main. Alors nous, ici, c'est pas fait à la main, mais tout a été chiné, recherché, etc. Mais là, je pense que vous avez poussé vraiment dans un niveau au-dessus. Tout est fait à la main. Même la tapisserie, c'est vraiment... extraordinaire. Ouais. Qui sont vos clients et c'est quoi la vision pour la suite? En fait, très intéressant. Moi, je pensais que nos clients allaient être des gens plus de 40 ans, qui sont un peu bourgeois, bohèmes, qui sont très intéressés culturellement. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On a une clientèle vraiment de la génération Z, de 20 ans jusqu'à 60 ans, et qui, avec nous, découvre que quelque chose
de local dans la culture du cocktail est possible et il raconte à ses amis. On a aussi beaucoup de journalistes, mettons, nationaux, internationaux. Notre bar a été dans le Wall Street Journal et dans le New York Times, 2 fois d'ailleurs dans le New York Times. Un de nos cocktails qu'on fait avec du sumac, le Mardini, qui est la ville de Mardin, au sud-est de la Turquie, à la frontière turco-irako-syrienne, est une ville qui à l'époque était la capitale de l'Empire assyrien. Donc c'est une ville très importante historiquement. Et dans leur cuisine, le sumac est très dominant. Le sumac, c'est une épice rouge qui a un côté aigre, acide. Aigre, acide, ouais. Non, on en utilise un petit peu. En fait, c'est ça, Émir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte sur quelque chose et ça ne s'arrête pas. C'est un flot continu d'informations fascinantes. Donc, je suis obligé de l'arrêter des fois. Des fois, je le pince. Des fois, parce qu'il est tellement passionnant. Et, ok, et c'est quoi la vision maintenant pour la suite? Attends, redis-moi le nom. Fahri Konsolos. Fahri Konsolos. Oui. C'est quoi pour le Fahri Konsolos? Alors, on est en train d'ouvrir un deuxième bar de Fahri Konsolos du côté européen d'Istanbul. Donc pour nous, c'est ça va aller. Ça va aller les deux. Ouais. Du côté européen, c'est bon, ça va? C'est l'invasion pour nous. C'est comment dire le fer de lance, le pont, le beachhead, comme on disait comment en français? La tête de pont. Voilà, la tête de pont. Voilà, c'est ça. Je connaissais le mot. Donc pour nous, c'est une tête de pont très importante. Pour le côté européen, et 2, d'essayer de débrancher un peu de la culture de notre quartier, le Fahri Konsolos du côté Asie d'Istanbul, à la culture du quartier européen dans lequel on ouvre. Pour vous dire, les cultures des quartiers à Istanbul sont très différentes les uns des autres. Je ne sais pas si c'est la même chose à Paris, mais je pense que oui. Comme partout, Ouais, chaque quartier a sa propre atmosphère, son odeur, sa texture, sa lumière. Ouais, merci Émir. De rien. Avant de clôturer, moi, je voudrais maintenant connecter un peu pourquoi moi, Géraud, qui suis mentor spirituel avec ma femme Anissa, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Pourquoi je présente 2 artisans, 2 spécialistes dans leur domaine? Pour plein de raisons. En termes de masculinité, moi je trouve ça puissant, des hommes qui utilisent leurs mains, leur créativité. Il faut savoir que la créativité est avant tout dans les mains. C'est grâce aux mains que le cerveau a pu se développer et pas l'inverse. Donc je trouve ça puissant et intéressant d'aller échanger avec un maître chaudronnier turc, mais qui a aussi, évidemment, il n'est pas que maître chaudronnier, il a tout ce background, toute cette expertise, cette expérience, ces yeux qu'il a. Et puis Mathias aussi, dans son expertise, qui n'est pas qu'un barman. Parce que quand je vois un homme qui travaille la matière, qui travaille des objets, qui travaille des produits, qui les explore, qui les respecte, qui les aime, et qui explore son propre professionnalisme, alors je vois de l'amour. Voilà le lion. Le lion, c'est l'amour. Avec Anissa, on vous répète encore et toujours que nous sommes l'amour qui vient faire l'expérience de l'amour. Je ne parle pas de l'amour amoureux, qui pour certains s'échange, se troque, se donne, se reprend. Je ne parle pas de ça. Ça, pour moi, c'est immature, c'est des trucs de Pokémon. Non, je parle de l'amour en tant que notre nature véritable. Et pour moi, dans la vie, il y a plusieurs grands espaces dans lesquels on peut expérimenter cet espace d'amour qui est en nous. C'est la parentalité, la conjugalité à travers le mariage, la conjugalité, le couple, la parentalité, le couple, et évidemment le travail, puisque on travaille tous. Moi, je ne dis pas que je travaille, je dis que j'œuvre ou que je sers mes clients. Certains utiliseront le mot travail. Moi, je préfère œuvrer et servir. Bref, c'est que de la sémantique. Et ce que je trouve puissant, j'ai toujours été passionné par les passionnés. Le degré, non pas la perfection, j'en ai rien à foutre de la perfection. De toute façon, ça c'est de l'ego, ça n'existe pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'amour que ces hommes et que ces femmes et que tous ces passionnés, ces gens qui ont une expertise, ces professionnels, même Kevin, notre caméraman qui est là, qui vont en fait se corriger, apprendre, évoluer, affiner, sans avoir besoin d'avoir un regard derrière eux ou d'avoir une sanction ou d'avoir quelqu'un derrière eux. Ils sont leurs propres, non pas censeurs ou tyrans, mais ils vont être, et c'est ce que je tends à faire moi aussi avec ma femme dans mon activité, à toujours améliorer un peu plus. Pas beaucoup, mais aujourd'hui j'améliore un peu plus qu'hier. Et j'affine, et j'affine. Et c'est ce que je vois chez Émir, c'est ce que je vois chez Mathias. Ce que je trouve fascinant dans l'histoire du Fahri Konsolos. Fahri Konsolos, c'est comment les opportunités se mettent toujours au service de la vision d'un homme qui veut offrir ce qu'il y a de
plus grand, et de plus juste et de la meilleure qualité qui soit à ses clients. Par amour pour lui, parce que c'est devenu ses standards. Et ça, j'en parle souvent aux hommes. Quels sont tes standards? Est-ce que tes standards, c'est de jeter les objets? Est-ce que tes standards, c'est d'arriver sale, mal habillé à ton travail? Est-ce que tes standards, c'est de mal répondre à tes clients? Est-ce que ton standard, c'est de toujours regarder ton portable et de compter les minutes avant la fin de ta journée? Ou de juste aller travailler pour le salaire? Si ça sont tes standards, alors tu vas souffrir. Mais si tes standards, c'est de faire ce que tu peux de mieux, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, avec un minimum de vision, alors le monde t'est ouvert. Et c'est ce que je vois dans ces deux hommes, et c'est ce que je viens explorer avec eux, parce que je suis passionné par les passionnés. Et ces deux hommes sont des passionnés. Donc voilà pourquoi je voulais partager avec vous l'univers et la technicité et l'expertise de Mathias et Émir. On s'est imaginé être la rencontre entre trois francophones, deux Français, un Orléanais, un Bourg, Un verrouillé. un Berrouillé. Un berruyer, ouais. Oh, vous n'êtes pas gâtés. Hein. Eh non. Un Non, Berrouillé, un Orléanais et un Stambouliote. En effet. Non, t'es dans Cara, toi, là-bas. Ma grande famille est d'Istanbul. Voilà. Alors, Pourquoi tu veux que j'explique? Non. Ah, Oh, d'accord. non, on va reprendre, non, ça va être trop long. Non, c'est des fonctionnaires. Voilà. D'accord. Quand la capitale est Istanbul. Il le fait quand même. Ouais. Il le fait quand même. D'accord. Un Berrouillé, un Stambouliote et un Orléanais se rencontrent dans le Paris-Istanbul. Ça donne ça. Et maintenant, je veux juste terminer là-dessus avec vos retours. Comment je le sais, mais j'aimerais l'entendre et l'explorer avec vous. Comment vous exprimez votre amour, tout simplement, de vous, de vos clients, des produits que vous utilisez. Comment ça résonne, cette approche-là? Et encore une fois, je tiens à dire, je ne parle pas de perfection. Pour moi, c'est de l'ego. Je me fous de la perfection. Et la perfection n'existe pas. Seul ce qui est au-dessus de nous est capable de perfection. Je commence. T'as déjà commencé? Vas-y. T'es déjà lancé? D'accord. Moi, personnellement, je considère chaque produit que je fasse, chaque produit qui sorte de ma chaîne de production, mieux de mes mains, comme mes enfants. Ces enfants-là, comme les enfants de deux parents, vont représenter leur culture, leur éducation, leur Leur lignée? voilà, ou tout ce qui a été instruit, enfin tu vois, par la famille, la culture familiale. Ouais. Mon produit, que j'ai martelé de mes propres mains, que j'ai plié de mes propres mains, Tu peux le montrer un oh, peu là? bah, voilà, vous pouvez voir le martelage. Donc tout produit que je fais et mon enfant me représente partout dans le monde, que ce soit au fin fond du Cap Horn, à Ushuaia, il y en a, ou dans l'île de Sakhalin, Au nord du Japon. au nord du Japon, Les îles russes, voilà, ouais. exactement, île qui appartient à la Russie aujourd'hui. Nous avons des produits soy. Il y a même un distributeur soy là-bas, pour dire. Donc, partout où on soit, en Antarctique, ah oui, j'ai oublié de le dire, et deux centres de recherche en Antarctique ont nos JSV pour faire le café turc. Donc, voilà, on est présent quand même dans des endroits un peu extrêmes. Ouais, tout à fait, ouais. Et, Ouais, c'est incroyable. Ne comptant pas le nombre de domiciles ou de restaurants partout dans le monde, dans des grandes villes du monde, que ce soit à Mumbai, à Shanghai, à Istanbul, à Paris ou à New York ou à Singapour, ce sont mes enfants. Et comment est-ce que je voudrais que mes enfants partent de la maison, du domicile familial? Je voudrais qu'ils soient une réflexion de leur créateur, de leur progéniteur. Et Leur géniteur. voilà, leur géniteur, et qu'ils reflètent cet amour que j'ai pour mon travail, pour mes produits. Parce que pendant très longtemps, moi, je peux l'avouer, il n'y a pas de mal à dire ça, j'ai pas fait de profit dans mon métier. Peut-être 4 ans, peut-être 5 ans. Et seulement après, mais j'ai jamais brisé ma lignée, j'ai toujours continué la même qualité, le même amour, je l'ai continué avec. Et ça, lentement mais sûrement, j'ai commencé à avoir des commandes qui m'ont sorti du pétrin. Pour la faire courte, on a déjà parlé dans un podcast qu'on a fait avec Émir. Pour la faire très courte, Émir vient d'une famille de hauts fonctionnaires, de diplomates turcs depuis l'Empire, voilà, depuis plus de 100 ans. Puis plus,
300 ans. Voilà, Dans 300 notre généalogie familiale. des deux côtés. Des deux côtés. Et Émir, en fait, a été le premier à complètement bifurquer à 27 ans, 26 ans. À 24 ans. 24 ans, pardon. Ouais. À 24 ans, il préparait donc le concours, on a l'équivalent en France, mais les concours pour Des affaires les étrangères. affaires étrangères. Ouais. Et alors qu'il était, t'étais dans les premiers, en tout cas, tu étais Oui, sélectionné. bien sûr. J'étais sélectionné et je ne suis pas allé. La plupart des gens, en fait, réalisent pas, en fait, que faire ce qu'on aime, alors déjà, c'est pas forcément évident. J'ai dû passer par plein de métiers que j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là de ma vie pour réaliser, en fait, que c'était pas ça. Mais il y a une chose que je me suis promis. Pour moi, la médiocrité, c'est la non-autorisation et c'est le non-choix. C'est de subir. Pour moi, c'est ça la médiocrité. Quand j'ai vécu au Japon, j'ai commencé, je faisais la plonge dans les restaurants. Et mon challenge dans le restaurant, c'était passer de la plonge au service, en japonais. Alors que mon japonais était complètement bancal. Ça, rien que ça, déjà, c'était une étape. Et etc. Et à chaque fois, je me challengeais à fournir ce que j'avais de mieux. Et je me suis fait tirer les oreilles X fois par les Japonais, et je les remercie pour ça. Je me suis fait engueuler, je me suis fait traiter comme du poisson pourri, et parce que j'avais encore des relents de pleurnichard, de je veux finir tôt, j'avais encore des petits relents comme ça où je faisais les choses à moitié. C'est-à-dire que je terminais pas correctement, et je me suis rendu compte, en fait, j'ai pu comprendre pourquoi les Japonais insistaient autant là-dessus avec moi. Et encore aujourd'hui, je me rappelle toujours, j'ai dit un jour à ma femme, ma vie a changé, mon éveil a eu lieu. Moi, j'ai eu l'éveil en faisant la vaisselle. C'est en faisant la vaisselle correctement, enfin, à plus de 30 ans, c'est-à-dire sans rien laisser qui traîne, en laissant tout nickel derrière moi, que j'ai pu me dire, ça y est, je viens de franchir un cap. Et je viens de faire un truc que j'ai jamais fait depuis des dizaines d'années. Et pourtant, j'ai vécu 8 ans au Japon, j'ai fait la Légion étrangère, des challenges qui sont comment dire, stylés sur le papier, j'en ai fait. Mais aucun aussi puissant et doux que l'éveil de faire une chose correctement jusqu'au bout. Voilà mon approche. Non, mais je suis d'accord avec ton discours, Géraud. Le monde du cocktail et le monde du bar, pour ma part, a été entre guillemets une surprise d'atterrir dans ce monde-là. De base, je suis quelqu'un qui avait vocation et plaisir à travailler en cuisine, à préparer, toujours se garder ce côté fabriquer de ses mains, présenter quelque chose qui représente ma personnalité et mon esprit sur telle ou telle chose. Et petit à petit, de fil en aiguille, le service en salle, en restaurant, et après j'ai découvert le monde du bar et j'ai voulu vraiment accentuer ce côté-là parce que il y avait une énergie. Il y avait le fait de pouvoir jouer un petit peu aussi avec le client, d'échanger, de jouer avec lui, d'être à la fois celui qui va lui servir quelque chose, mais aussi, et en allant plus loin, lui faire découvrir quelque chose, des saveurs, un cocktail. Et c'est ça qui me porte depuis quelques années à l'heure actuelle, c'est de servir des cocktails, faire découvrir aux gens des saveurs qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer ailleurs ou qu'ils ne connaissent pas du tout. L'établissement dans lequel on s'est rencontrés, Géraud, se représentait très bien cet esprit. C'est je ne veux pas vous servir des choses que vous pouvez boire ailleurs. Parce que tout simplement mes cocktails que je sers dans mon établissement ou dans l'établissement dans lequel je travaille, c'est ma réflexion, c'est ma personnalité et c'est celle-ci que je veux vous présenter et pas forcément l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est ça que j'appelle les standards, en fait. Et c'est ça, pour moi, la clé de la réussite, le temps que ça prendra. Émir le disait, les 4-5 premières années d'entrepreneuriat pour lui ont été difficiles, sans forcément de profit. Et on est tous passés par là. Moi, avec ma femme, on a mis près de 5 à 6 ans vraiment à voir les fruits de ce qu'on avait planté professionnellement. Et on a fait en sorte, on a un espace d'amélioration qui est infini. On a eu récemment différents événements qui nous ont montré, qui ont mis encore un coup de boost, qui nous ont poussé à encore plus investir sur nous, investir dans la qualité de nos prestations, de comment on sert nos clients, parce qu'il y a des fois des espaces qui ne sont pas encore ouverts. On est au maximum. J'adore ce que dit Louise Hay, qui est une conférencière, maître spirituel, auteure que j'aime beaucoup, américaine, qui dit on fait vraiment le maximum qu'on peut aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Tes propos me parlent
Complètement, quand tu parles de compétition, justement, c'est le lien et ce que j'ai appris à découvrir justement en faisant ces concours de bar. D'une année à l'autre, ou de quelques jours à l'autre, être sur une performance de champion de France comme l'année dernière, et cette année être sur une performance où, à cause de plein de petits éléments, je dirais, qui arrive à une prestation qui n'a pas été aussi aboutie que l'année dernière, et qui m'a valu de faire tomber mon shaker d'une façon la plus bête du monde, et qui ne me serait pas arrivé l'année dernière, parce que ce jour-là était un jour propice, et que ce jour-là, les étoiles peut-être étaient alignées, ou tout était réuni pour que ce jour-là ce soit mon jour, et pas un autre jour. De la notion de persévérance. Et encore une fois, et ça, n'importe quel athlète, artiste, entrepreneur le sait. Des fois, il y a des années où tout cartonne, et puis des fois, il y a plein de choses qui se passent. C'est ça. Et puis pour peu que dans la vie intime ou la vie perso aussi, il y ait des chamboulements, pour peu que tout peut arriver en fait. Et moi, ma question maintenant, c'est bon, tu as répondu en partie. C'est marrant, on a commencé en se voyant, on termine en se tutoyant, mais c'est cool. C'est souvent comme ça dans des échanges. On commence avec un petit peu de retenue, entre guillemets, et au fur et à mesure des conversations, on se sent à l'aise. On a une personnalité qui fait peut-être que elle se complète au fur et à mesure, et du coup, c'est vrai que le tutoiement vient beaucoup plus facilement sur les fins des échanges. Absolument. Moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, au Japon, je reviens souvent au Japon parce que ça reste une de mes références, c'est ma deuxième culture. C'est vraiment, ils ont réussi à relativement, c'est pas tout le monde, mais relativement généraliser en fait cette attention à un standard de qualité. Ils ont réussi à vraiment transmettre ça, et qu'il n'y ait pas de la soumission, de la tyrannie. C'est-à-dire que il y a une culture d'être vraiment dédié aux clients que j'ai trouvé quand même assez extraordinaire. Il y a toujours des choses à redire, bien sûr, mais je trouve ça assez intéressant. Et je parlais tout à l'heure de faire de son mieux. C'est aussi ce que je dis à mes enfants en fait. Je m'en fous que tu arrives premier, mais est-ce que tu as fait de ton mieux? Check à l'intérieur de toi, check dans ton cœur, dans tes tripes, est-ce que tu as fait de ton mieux? Non? Ok. Comment tu aurais pu faire de ton mieux? J'aurais fait ça. Ok, maintenant tu sais ce qui reste à corriger. Pas besoin de s'excuser, pas besoin de se flageller, pas besoin de se lamenter. Ça, pour moi, c'est de la médiocrité. La culpabilité, se sentir coupable, c'est médiocre de la part de l'ego. C'est une technique pour échouer. Se lamenter, c'est aussi médiocre, c'est aussi une technique de l'ego pour ne pas refaire, pour échouer. Critiquer les autres ou dire que c'est de la faute d'un tel, de ci, de ça, pareil. Comment je peux corriger? Et après, accepter que j'ai pas tout entre les mains, que alors qu'il était censé faire beau, il va peut-être pleuvoir, alors que je vais peut-être avoir la transpiration qui va faire que je vais faire glisser mon shaker alors que ça m'est jamais arrivé, etc. Il peut nous arriver X choses, mais est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et ça, pour moi, c'est un standard qui est puissant dans tout ce que je fais. Je parle pas juste une compète, c'est trop facile ça, mais est-ce que je fais de mon mieux aujourd'hui? C'est ça pour moi être en amour. Est-ce que ça résonne pour vous, messieurs? Totalement, complètement. J'ai rien à rajouter. Je pense aux barman japonais, par exemple. Je pense aux producteurs de whisky japonais. Bon, quand on regarde, il y a 100 ans de ça, peut-être qu'il n'y avait même pas un seul bar au Japon. Peut-être qu'il n'y avait pas de citoyens japonais qui avaient essayé un whisky il y a 200 ans de ça. Mais par contre, quand le japonais, qui est dédié, qui aime, se lance dans quelque chose, tu le vois qu'il aime ça, tu vois qu'il fait avec amour. Le barman japonais, tu as beaucoup plus d'expérience que moi au Japon. Le barman japonais, c'est une institution. Tu vois, il y a une manière de lui parler, il a une manière de parler aux clients, il faut s'asseoir et tout. Il a créé une culture. Et il y a aussi une forme de respect dans le bar et tout, où, encore une fois, le burger japonais, le whisky japonais, c'est des choses... Le denim japonais. Le voilà, denim japonais, là. J'en portais dans l'autre vidéo, mais là... Dans quoi qu'il se lance, il défonce l'original. Donc voilà. Donc, la cuisine française au Japon est extraordinaire. Oui, il y a des restaurants français au Japon qui utilisent nos produits. Ok. Donc de là que je sais que la cuisine française est très fameuse au Japon. Mm-hmm. Puis d'un jour à l'autre, je suis sûr qu'ils vont se lancer au kebab et qu'ils vont nous défoncer aussi.
En fait, ce qui est intéressant, bon, après, on va clôturer là-dessus, parce que c'est pas un documentaire sur le Japon, mais moi, il y a une chose que je remarquais beaucoup chez les Japonais, c'était peut-être des fois une obsession. Ça pouvait partir en obsession. Alors, il faut un peu d'obsession quand on est passionné, forcément. Il faut être un peu, des fois, obsédé par l'activité, ça c'est normal. Sinon, on s'entraînerait pas des heures et des heures et des heures par jour. C'est normal. C'est au bout de ce qui nous anime. Soit de ce qu'on a dans le cœur, soit dans ce qu'on a dans l'esprit, parce qu'on a cette réflexion qu'on veut pousser au maximum, sans laisser de côté une porte qu'on n'aurait pas voulu ouvrir, ou juste pour voir éventuellement ce qu'il y avait derrière, une saveur, une épice, une association. Non, on part vraiment dans la... Ouais, on laisse l'esprit se libérer et partir dans tous les sens pour après justement revenir et se canaliser et aller droit au but. Mais quand j'entends ça, je pense aussi comme ça. Mais et en même temps, pour être pour être père et marié, je me rends compte à quel point tout ça est une expérimentation extraordinaire, moi en tant qu'homme, au service de mes clients, dans mon activité. Et en même temps, rien n'égale le fait d'être puissamment présent avec mes enfants ou avec ma femme. Ça restera toujours annexe. C'est des fois un peu, enfin, ce que pas je reprochais, mais j'observais chez les Japonais, c'est que l'activité professionnelle, parce que culturellement c'est comme ça que c'est poussé, euh, prévalait surtout. Et c'est là où il y a un pendant qui peut devenir trop obsessionnel, où l'activité en fait devient le centre de la vie. Alors pas chez tout le monde, hein. Moi j'ai des amis j'étais à Osaka chez un ami, Shuhei, qui a lancé sa marque et je le vois, c'est un papa épanoui, il a 3 enfants, il est cool, il est tranquille, il fait ce qu'il aime, il fait ses treks, ses trails et tout. Euh, mais ça reste quand même un cas rare. Et c'est là où je dis souvent attention à l'obsession de la perfection qui peut mener à s'isoler et à pu être dans cet espace d'amour. Il faut que ça reste de la joie. Et c'est un cheminement que j'ai eu en fait de faire constamment, encore et encore régulièrement la même chose, mais pas pour atteindre un degré de perfection, mais pour atteindre avec joie un espace où je m'amuse et où c'est fait correctement. Mais pas à partir d'un espace contrit, tu vois, crispé, avec je dois faire le mieux possible, etc. Par contre, vous voyez, je suis là en mode, je range ce qui doit être rangé, ce qui doit être carré, etc. Voilà, avec toujours 2, 3 coups d'avance. Ça, c'est l'expérience qui permet ça. Tu laisses pas ta passion empiétiner sur ta vie familiale. Parce que ta vie familiale aussi, c'est ta joie. Alors Et ta passion, c'est ta joie. ma passion, c'est ma vie familiale. Voilà. Je vais même être complètement, ça va paraître complètement égocentré, mais j'en ai rien à foutre. Ma passion, c'est moi. J'ai décidé de me passionner pour moi, dans le sens où de m'explorer pleinement. Donc ça me passionne de découvrir Géro papa, Géro mari, Géro qui voyage dans des pays qu'il ne connaît pas, Géro qui s'exprime en anglais chez les Sacred Sons devant 70 Américains, alors que j'étais pas à l'aise en anglais. Géro qui va faire de la boxe anglaise à Tokyo, Géro qui fait du penchaksilat, Géro qui fait ci, Géro... Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à me brander. Je suis un shaker soy, et je m'amuse à voir de quelle main en main je passe, comment je suis patiné, façonné par la vie, par ceux qui me secouent. Parce que j'ai été secoué, j'ai demandé à être secoué. Et c'est ça qui me passionne. Mais je dis pas, ma vie c'est mes enfants, ma vie c'est ma femme, ma vie c'est mon travail ou comment j'œuvre ou mes clients. Non. Je suis venu ici explorer Géro en tant que Géro. Et dans cet espace-là, je fais des rencontres extraordinaires. Je goûte à des choses extraordinaires. Je sens, je vois, mais j'en fais pas la destination finale. C'est pas mon but. Mon but, c'est de le vivre. Et si ça doit passer par des podiums, des compétitions, décider ça, par amusement, je vais le faire. Mais quand j'ai amusement, c'est des... Allez, je me challenge, je vais le faire. Et après, je le fais shikkari en japonais. On dit chanto suru, tu vois, shikkari. C'est vraiment, je le fais correctement. Mais plus à partir d'un espace de... Tu vois, parce que j'ai été là-dedans. Toute ma vingtaine, j'ai été dans la colère et la crispation. Je pense que c'est une phase qu'on va tous vivre, les gens comme nous, à un moment de notre vie. Mais pour citer le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être les amis qu'on a fait en route. Tu vois, en marchant vers cet objectif, vers le mot japonais que tu as dit, quand on se crispe, quand on se serre, et on veut une perfection à tout prix. À la fin, on comprend qu'on va jamais l'avoir, que la perfection n'existe que
Platon dirait dans, dans la dimension divine, dans la dimension idéale. Il n'y a que ça qui m'intéresse, moi. Voilà, La dimension exactement. divine, c'est de retrouver le divin dans tout. Le divin dans le bartending, le divin dans Émir, dans Mathias, dans le café turc. Pour moi, tout est divin. Il n'y a rien qui sort du divin. Et c'est d'aller toujours me connecter à cette expérience, pardon, à cet espace divin qui est en tout et en tous et en toutes. C'est pour ça que tout me passionne en fait. Mais je suis passionné des passionnés. Et c'est vrai que je suis assez allergique aux gens qui font les choses en dilettante ou qui se plaignent d'être là, qui ne savent pas ce qu'ils foutent là ou qui attendent le paycheck, tu vois, qui attendent juste le salaire à la fin du mois. C'est vrai que pour avoir été dans toutes les... J'ai testé un peu toutes les strates sociales, mais je me suis toujours interdit ce mindset en fait. J'ai toujours interdit me suis interdit de déraper là-dedans parce que pour moi c'est les ténèbres en fait. On en connaît tous des gens comme ça. Et ce qu'on peut faire, du moins, c'est leur être un exemple en faisant ce qu'on aime, En inspirant absolument, en les inspirant. absolument. C'est le mot de la fin en fait. Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, moi je ne peux sauver personne, je galère déjà à me sauver moi. Par contre, proposer ce que j'ai de mieux aujourd'hui et inspirer ceux que ça inspirera. Il y en a qui ne seront pas sensibles et c'est ok. Et je pense que c'est ce qu'on peut tous faire parce qu'on a tous derrière nous des plus jeunes, des apprentis, des petits nouveaux, des enfants qui un jour ou l'autre ou dès maintenant déjà nous regardent ou nous ont pris à un moment donné comme phare dans la nuit, comme exemple. Un mot de la fin. Juste quelques mots. Et juste, tiens, je vais te demander ton prénom. On va faire en mode men's work, en mode Sacred Sons, en mode virilité saine. Ton prénom, d'où tu viens, et en un mot, comment tu te sens. Et on enlève ça va pas bien, fatigué, D'accord, etc. d'accord. Juste émotionnellement, comment tu te Je sens. vois, je vois. Émir Ali, Istanbul, je m'aime. Yeah. J'ai pris le message. Donc Mathias Jordané, Bourges en l'occurrence, et apaisé. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas prononcé ce nom de ville. Giraudoléa, Orléans, Orléans City, euh, ému. Merci à vous, à très bientôt.